Bonjour à toutes et à tous, je suis très honoré d'intervenir ici au sein de ce colloque. Merci Didier de m'avoir invité. Donc, je me nomme Nicolas Sajus, je suis docteur en psychologie et psychopathologie clinique, psychothérapeute. J'ai exercé durant des années en psychiatrie. J'ai une activité à la fois qui demeure encore libérale et je suis rattaché à un laboratoire de recherche à Rennes 2. Je suis psychocriminologue et je suis entre autres expert près les tribunaux et expert près la Cour pénale de La Haye internationale pour les crimes contre l'humanité, où j'expertise à la fois les victimes et les auteurs. Vous expliquer la thématique que je vais évoquer. Alors beaucoup de choses ont été dites ce matin, je dirais, voilà, c'est presque tout est dit parce que ça rejoint aussi certaines choses et à la fois c'est comment accompagner sur cette question et la question même des pseudo-psychothérapies. Je viens de sortir un ouvrage, je suis attaché à cette thématique des dérives sectaires depuis des années, dans la mesure où dans les années 2009-2010, j'ai travaillé sur les dérives de l'Église catholique en France et les agapé-thérapies, c'est-à-dire les confusions psychospirituelles qui a mené à les affaires jusqu'à la Civis et le rapport qui a été rendu cette année. Vous expliquer ça, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans ce qu'on appelle une marchandisation du bonheur. C'est le livre qui vient de sortir et que Didier m'a préfacé, qui est sorti au mois d'avril. Et à la fois, nous vivons, et c'est ce qu'il faut comprendre aussi, des temps qui sont difficiles, je vais y revenir, et qu'à la fois, il faut savoir qu'est-ce que le bonheur, et est-ce qu'on peut, en tout cas, le définir. Qui peut se prévaloir de définir le bonheur? Par contre, la souffrance est devenue un marché. Là où à un moment, il y a des nouveaux charlatans, on a parlé de sectes, et ce qui est encore plus terrible aujourd'hui, c'est les dérives qu'il peut y avoir sur les dérives sectaires, c'est-à-dire des courants de pensée, et on va le voir, je vais vous l'évoquer, parce que c'est aussi comprendre comment ça se construit pour le déconstruire, et Dieu sait si c'est difficile, mais de voir qu'à un moment, c'est aussi une réponse peut-être aussi de la défaillance de la société, et sur une thématique qui est importante parce qu'aujourd'hui elle infuse partout. Je vais parler des courants New Age, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui a donné de nouveaux courants de pensée, de nouveaux courants psychothérapeutiques ou pseudo-thérapeutiques, je dirais, et qui fait qu'aujourd'hui on instrumentalise là aussi des personnes en regard de la vérité que certains praticiens pourraient avoir. Et ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est que ça peut être carrément quelque chose de l'ordre de la santé publique, puisque nous allons parler de choses qui infusent sur l'école, qui peuvent jusqu'au plus haut grade de l'État. Je pense à certaines pratiques de méditation qui arrivent par exemple au gouvernement, au Parlement. Et là aussi, heureusement qu'il y a l'individu qui pose aussi des gages. Et c'est comment aussi, en tout cas le versant que je vais vous présenter, accompagner ces personnes aussi, ce qui est délicat. Alors, je ne vais pas vous bassiner avec beaucoup d'auteurs, mais je partirai de un, qui est, alors j'ai un double cursus, philosophique et psychologique, et vous parlez d'un homme qui a beaucoup travaillé. Je suis très honoré d'intervenir dans un espace éthique, mais s'il y en a bien qui l'a travaillé, c'est lui. Il s'appelle Spinoza, et il disait « Personne ne peut vous enlever votre liberté de penser, vous pouvez être conseillé, éclairé par d'autres, mais ne laissez jamais quelqu'un passer pour vous. » Et ça, c'est fondamental pour tout être humain, à un moment dans les choix de vie, on va le voir ensemble, nous avons tous et toutes, à un moment, besoin d'une aide. Sauf que c'est la différence entre celui qui va se faire éclairer la conscience et celui qui va basculer. Et puis Spinoza dit une deuxième chose qui est très à la mode aujourd'hui, parce que, vous savez, c'est la formule où on va dire « toute façon, comme ça ne fait pas de mal, ça ne peut faire que du bien ».
Et si on écoute Spinoza dans ce qu'il dit, il dit qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est hyper simpliste. Vous dire ça, c'est que quand on rencontre un toxicomane et qu'il ait son shoot, son rail de coke, son injection, ou l'alcoolique, il va vous dire ça me fait super du bien. Et pour autant, est-ce que c'est bon? Eh bien, les courants psychothérapeutiques, ils sont comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on peut croire de manière simpliste et dire à un moment, puisque ça ne fait pas de mal, ça me fait du bien, à distance, on peut voir que ça fait du mal. Et donc il faut penser, j'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Edgar Morin, il faut penser l'homme en complexité et non pas en réductionnisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à une société qui a basculé, qui a évolué. Et des choses sont aussi, et c'est important que vous les connaissiez parce que c'est ce qui fait aussi une réponse, c'est-à-dire qu'on arrive à un relativisme de la pensée. C'est un concept philosophique qui veut dire qu'aujourd'hui on normalise tout. On ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal, et on en arrive parfois à appeler le mal bien et le bien mal. Et ça c'est important, j'y reviendrai à la fin, c'est comment on développe l'esprit critique de la pensée. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, tout ce qui définit comme faire du bien ne l'est pas toujours, je n'y reviens pas, c'est ce que je vous disais. Et effectivement, la souffrance est devenue un véritable marché, promoteur d'un bonheur, ou des coachs, ou en tout cas des courants psychothérapeutiques, des psychologues et même des psychiatres, des universitaires et des politiques vont vous dire qu'on peut vous vendre du bonheur. Et c'est là où à un moment il faut faire une question lucide. Je viens d'un département, l'Aveyron, on parle souvent du bon sens, et il faut parfois, vous savez, il n'y a pas besoin de psychologie, quoi. Il suffit des fois du bon sens. Et bien sûr qu'on ne veut pas souffrir. Bien sûr qu'on est dans une société où la souffrance, à un moment, qui sait qui peut se prévaloir de dire oh, je suis un masochiste, j'aime souffrir. La question, elle n'est pas là. Elle est de savoir que la souffrance, elle est ontologique. C'est-à-dire que, dites-moi ici, qui peut ne pas se prévaloir de ne pas souffrir? Est-ce qu'on peut aseptiser, en tout cas, une vie humaine de ne pas souffrir? Bien sûr qu'elle a besoin d'être apaisée. Mais en tout cas, c'est les moyens que je donne, en tout cas, que je me donne pour arriver à vivre autrement des choses et certainement pas dans une quête de croire que, parce que les pseudothérapies en sont là, en 3, 4, 5 séances, je vais être guéri. Mon domaine, notre domaine, en tout cas de certains professionnels ici, qui touchent la psychologie ou la psychiatrie, le savent bien, on est dans du complexe. Le trouble psychique, c'est pas simplement une jambe, alors j'ai un profond respect pour les orthopédistes, mais c'est pas, vous voyez, une fracture de jambe, on fait une réduction, on voit que ça marche et ça fonctionne. La question même du trouble psychique, à part bien sûr certains types de consultations, mais c'est une grande complexité. Et aujourd'hui, après mon intervention, j'espère que vous aurez plus de questions que de réponses en tout cas, parce que le but c'est d'en arriver là. Donc, c'est ce que je vous disais, la souffrance est aujourd'hui, et ces méthodes-là touchent les activités libérales, je vous le disais, l'école aussi, les attitudes de méditation, on dit voilà, que de plus en plus de les enfants vont rentrer dans ce système-là à l'école, à l'université et dans le monde de l'entreprise. La question du coaching, je vous en parle aussi brièvement, elle m'interpelle. Le terme psychothérapeute, peut-être vous le savez ou pas, il a été réglementé. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi il a été réglementé, mais à cause des dérives sectaires. À une époque, tout le monde pouvait mettre sa plaque de psychothérapeute. Donc on a créé des termes, psychopathe, praticien. Et alors il y en a un que je me saisis beaucoup, c'est le coaching. Ça n'existe pas en français. Sauf qu'on a une étymologie française. C'est le cocher. Le cocher, c'est celui qui fouettait le cheval pour faire avancer. Pensez toujours à ça quand vous allez avoir un coach. Et aujourd'hui on coache tout, la vie de couple, l'éducation positive, vous voyez, on coache tout. Et ça c'est important aussi de comprendre le sens des mots, la sémantique, pour arriver à voir l'enjeu qui se passe, et notamment dans des enjeux de directivité ou d'induction face à la suggestibilité aussi des personnes vulnérables. Alors, je travaille beaucoup, ça a été des pistes aussi, ça a été évoqué ce matin, la question même de l'enjeu sectaire, ou même de la dérive, sur la question même de l'addiction.
Étymologiquement, l'addiction, ça vient du latin addictus. L'addictus, en tout cas à la Rome antique, c'était l'esclave qui était en dette de son maître. L'addiction, c'est là aussi cette dépendance dans le phénomène sectaire où il y aura un meneur de la pensée de l'autre versus la dépendance, c'est-à-dire je m'accroche à la dépendance de l'autre. Je suis aliéné, c'est ce qui s'est passé, il a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de dépendance, d'aliénation à l'autre, là où je me dépourvois moi-même, en tout cas, je suis dépourvu d'une manière d'être et de penser librement. Et c'est important, j'ai fait des travaux où je faisais l'analogie, ça a été un peu dit ce matin, mais il n'y a pas que la question de la rupture, sur la question même du déplacement du mouvement sectaire, d'une famille que je quitte vers une autre que je retrouve. On a dit un mot ce matin, c'est l'endogamie. L'endogamie groupale est fondamentale. Je me reconnais parce que je sais qu'au départ, tu es comme moi. La lune de miel qui vous a été évoquée, ce matin, elle est réelle. On sait très bien ces processus-là, qui durent entre 18 et 36 mois, effectivement, et que dans ces moments-là, c'est ce qui a été dit par ma collègue. Aujourd'hui, ce sont des gens qui vont vous mélanger, alors pour le coup, ils vont vous utiliser Spinoza, qui vont vous saupoudrer sur les réseaux sociaux, on en a parlé, ça c'est fondamental. Je pense beaucoup aux ados, aux enfants. On leur saupoudre plein de choses comme ça, il y a une attirance aussi sur cette question du bien-être et du bien-vivre, et dans lequel ils peuvent arriver. Et là aussi, je vais vous expliquer le processus, en tout cas une piste de réflexion. On est aussi arrivé à un concept, alors je vous ai parlé du relativisme de la pensée, c'est-à-dire on ne sait plus trop situer les choses, c'est l'aspiration aussi à la non-pensée. Arendt l'évoquait déjà à une forme de principe que je nomme, c'est l'acculturation d'une civilisation. C'est Noam Chomsky, un psycholinguiste américain, qui a étudié ça aux États-Unis. C'est comment, ça a été aussi à évoquer, comment, parce qu'on paupérise un peuple dans sa question même de ne pas penser, comment on arrive à faire passer des messages politiques. Je pense, là aussi, il y a des travaux, des études qui ont été faites. Regardez l'évolution des émissions de télé et regardez la propension, aujourd'hui, de la télé-réalité. Nous paupérisons un peuple dans une manière de penser et d'être. Je vous invite à lire Chomsky, peu importe ses enjeux politiques, mais de voir ce qu'il développe par rapport aux États-Unis. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, ont émergé les thérapies dites New Age, holistiques, c'est-à-dire que, alors l'holisme, c'est bien, c'est de prendre en compte l'individu dans sa manière de penser, être, corps, âme et esprit. Le problème, c'est que c'est sulfureux, j'appelle ça sulfureux. Je parle aussi des thérapies fast-food, dans un bouquin ou un article que j'avais sorti, parce qu'on raccourcit et on mélange tout. On fait une espèce de syncrétisme du bouddhisme, de l'hindouisme, qui vient valoriser aussi une société narcissique. On a aujourd'hui un individualisme, mais ces thérapies, vous voyez, quand on voit la philosophie, en tout cas antique, la question même du bonheur, s'il fallait la parler comme ça, et je vous dis, qui c'est qui a la vérité, je me construis parce que je vais vers l'altérité. Je n'ai de cesse d'avancer dans ma vie parce qu'il y a ce va-et-vient entre moi, ce que je suis, et cet autre, ce qui m'apporte. Ces thérapies New Age, c'est moi qui me sauve. Et je n'ai pas besoin de l'autre. Le développement personnel, c'est moi et mon ego. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça ne fait et elles ne répondent qu'à une société aussi, qui est la nôtre, individualiste. Là où aujourd'hui, vraiment, la question même, en tout cas, ça a été un peu dit, j'ai beaucoup travaillé la psychotrauma, et s'il y a bien un facteur d'un concept qui s'appelle par exemple la résilience, c'est les liens sociaux que l'on construit, parce que je suis riche aussi de ce que tu m'apportes. Et ces thérapies, là aussi, répondent à un néolibéralisme qui est aussi le primat de notre société. On veut le bonheur au prix même d'écraser l'autre. C'est intéressant de voir que dans les entreprises, vous savez, on a créé des enjeux du bonheur ou l'épanouissement, et dans les contrats de travail, dans certaines entreprises, c'est conditionné à la rentabilité du salarié. Peu de gens le savent, ça. C'est-à-dire que cette question même du bien-être, elle va être conditionnée à la rentabilité du salarié. Donc, c'est...
Donc, vous explique, merci. Le phénomène sectaire s'organise autour d'une, je voulais écrire, d'une multiplicité de groupes dont les thématiques sont très variables, tout comme leur organisation et leur évolution. Ce polymorphisme appelle donc à une analyse complexe, plurifactorielle, qui touche, je dirais, aux sciences humaines de manière large et dans leur ensemble au droit, et donc des perspectives qui peuvent être non pas l'une contre l'autre, mais l'une avec l'autre, en tout cas pour la prise en charge. Décidément. Alors, qui est concerné? Ça a été aussi un peu dit ce matin, à un moment, n'importe qui peut être concerné. Vous dire ça, c'est que l'enjeu, je vous le disais, c'est cette question de la vulnérabilité humaine. Qui n'est pas vulnérable? Qui, à un moment, ne peut pas faire une bascule vers ce questionnement-là? Ça a été encore évoqué, je paraphrase à mes collègues, mais il y a une question de résonance. Une résonance à un moment, alors moi je vous ai fait un peu une perspective un peu d'une triangulation, c'est-à-dire qu'au cours d'une période, ça va être la rencontre d'une personne avec, dans un contexte socioculturel donné, avec une personne qui peut être la bascule, soit vers de la dérive sectaire, soit vers la secte. Vous expliquez ça, il n'y a pas de vérité à ce que je vous donne, mais c'est pour vous expliquer qu'à un moment, ça peut toucher n'importe qui en regard d'une vulnérabilité, même si les études ont montré qu'il y avait des choses qui pouvaient, où il y avait des déterminants. Vous dire ça, c'est que des études ont montré que ça correspond aussi à certains types de personnalités. Mais de manière plus générale, quand je vous parle des dérives sectaires, et c'est pour ça que c'est complexe cette thématique-là, quand je vous parle de la question du New Age, on ne peut pas dire que la secte c'est le New Age. C'est une manière d'être, de penser, ça infuse, ça infiltre, ça, on a parlé à un moment du doute qui est fondamental. Mais en tout cas, ces approches-là New Age sèment le doute aussi. Et c'est là où il faut aussi être éclairé, et c'est pas simple. Donc, des pistes qui ont été étudiées, c'est que, vous voyez, ça a été évoqué ce matin, ça peut être le petit copain qui amène, tiens, la petite copine, ou l'inverse, tiens, je fais partie d'un groupe de réflexion, est-ce que tu veux venir? Il y a celui qui va y aller et qui va dire, ouais, c'est bien, et puis il y a celui, ça ne m'intéresse pas, et puis il y a celui qui va dire à un moment, non, moi j'y vais pas, j'ai vu, j'y vais pas. Et ça, personne n'est égal face à ça. Donc, des travaux ont montré qu'il y avait des facteurs de vulnérabilité, parfois. C'est-à-dire qu'il y a le deuil, la séparation, les conflits, l'aspiration spirituelle. Alors, je m'arrête un peu sur ce terme-là, qui est souvent le biais qui s'opère. Là aussi, on touche, en tout cas pour moi, et on est là aussi pour en débattre, sur des questions, je reviens à cette question-là d'ontologie, c'est-à-dire qui sont inhérentes, c'est-à-dire que personne ne peut vivre s'il n'a pas un sens. Et là aussi, c'est un capteur formidable, en tout cas pour ces gens-là, parce qu'ils peuvent donner du sens. Et c'est là où je fais la différence entre la religion et le spirituel, parce que, en tout cas, la religion et l'espace spirituel, tout le monde peut faire sens. Dedans, on peut y trouver la question même de la religion, et que certains mettent comme secte, et pour le coup, moi je différencie, c'est pour ça que je parle de dérive sectaire, de la religion, en tout cas moi là où j'ai été travailler la religion catholique. Expliquer ça, c'est que étymologiquement, religion ça veut dire religare, ça veut dire relier les hommes entre eux par l'amour, ou relier à la transcendance. Foncièrement, moi les religions monothéistes, si la religion c'est ça, elle ne me pose aucun souci, c'est la religion de l'amour et de l'altérité. Sauf que dans ces courants-là, on s'est aperçu, et c'est pour ça qu'on nuance, qu'il y avait des dérives. Et c'est là où on est dans des dérives sectaires, et que ça peut même, dans certains courants de pensée qui vont se nommer sectes, c'est-à-dire que la pensée, elle peut être un dogme. Sauf que le dogme est insidieux, vous savez, je suis universitaire, il y a des dogmes même à l'université. Il y a des hommes politiques. Vous voyez, et ça aussi, il faut le voir, c'est aussi une réponse à la société. Vous voyez, dans une société qui se cherche, ça on le connaît, par contre, on sait que toute société qui s'est perdue dans les valeurs morales voit apparaître les dogmes. Ils peuvent être intellectuels, ils peuvent être philosophiques, ils peuvent être politiques. Regardez ce qui se passe depuis quelques années en Europe, parce que le dogme, il vient rassurer, il vient sécuriser. Et ça aussi, il faut pouvoir le comprendre, parce que la question du sens, elle vient s'incrémenter là-dedans. D'où aussi cette complexité.
Quand je vous parle comme ça, c'est que quand on reçoit la personne, vous savez, c'est un sacré chantier, hein, la personne que vous recevez, pour détricoter tout ce que je suis en train de vous évoquer, notamment eu égard au nombre d'années qu'elle a pu passer, où il y a une immersion. Alors, c'est ce que j'expliquais, c'est de comprendre aussi que dans le phénomène sectaire, c'est ce qu'on appelle des déplacements. En fait, je vous le disais tout à l'heure, et c'est compliqué aussi, c'est que parfois, ça a été aussi évoqué par une collègue, la question même de la secte ou du phénomène sectaire vient répondre à quelque chose d'ailleurs. Et notre boulot, il n'est pas simple, hein, parce qu'il n'est pas de savoir ce qui se passe là quand on sort de la secte, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé ailleurs. Vous savez, parler à cette collègue de la question du psychotrauma, bien sûr qu'on trouve des situations psychotraumatiques. Et dans le psychotrauma, il y a la question de l'après-coup. L'après-coup, ce n'est pas le trauma qui va sortir de suite. L'après-coup, nous, dans notre milieu, quelqu'un qui est psychotraumatisé, le trauma, il peut sortir 10 ans après, 15 ans après, ça va dépendre du sujet. Il y a des processus psychiques qui sont de l'amnésie, du refoulement, qui font qu'à un moment, ben voilà, il se passe des choses. Et dans ces mouvements-là, peut se créer effectivement, je vous parlais de dépendance, c'est très connu dans le psychotrauma. On connaît que transgénérationnellement, il y a la dépendance. Le phénomène aussi sectaire peut répondre à cette question même de la dépendance, de cette inclusion au groupe, parce qu'à un moment, ben, ça vient répondre à quelque chose qui n'est pas d'ici, mais d'ailleurs. J'espère que je suis clair, mais c'est pour vous montrer qu'à un moment, vous voyez, la réponse dans l'immédiateté qu'on croirait, elle n'est pas de cette immédiateté, mais elle vient répondre d'un ailleurs. Et notre job, alors là je vous raconte ce que nous on vit en séance, c'est de pouvoir le déceler, de pouvoir le comprendre. Et quand je vais arriver à la sphère de la psychothérapie, vous doutez qu'à un moment, c'est pas une psychothérapie en 5 séances, t'es guéri, quoi. Parce que les enchevêtrements que fait le sujet, et moi j'en ai pour peur l'accompagnement. Je vais vous lire un témoignage parce que je pense qu'à un moment il n'y a que ça qui parle. Quand on est immergé là-dedans, ça laisse des traces parfois à vie. La question même n'est pas celle de guérir, la question est celle comment j'apprends à vivre avec chez certains patients. Et ça c'est important parce que ça nous décale. Nous ne sommes pas des sauveurs. Là aussi. Nous ne sommes pas des gens qui allons guérir les gens. Alors bien sûr qu'on aspire à ça, mais ça nous demande de nous dépouiller de notre toute puissance, de vouloir absolument sauver l'autre. Nous ne sauvons personne. Et je n'ai de cesse de le dire à des équipes que je peux superviser, éducatives, assistantes sociales, psychologues et psychiatres. À un moment, notre métier, et dans ces situations-là, nous renvoie à l'impuissance. Il faut pouvoir l'accepter. Et c'est parce que parfois, dans les séances, j'accepte cette impuissance que cet autre me renvoie, que oui, alors bim, il peut y avoir le changement. Mais notre posture est aussi à questionner. Comme ce qui a été dit, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est de comprendre que si la personne, à un moment, je reviens à l'addiction, quand on travaille les process pour arrêter les questions d'addiction, vous savez, aller dire à quelqu'un qui fume, moi j'ai vu des gens en cancéro qui fumaient par la trachéo. Vous lui dites, il est au courant hein, que ça n'empêche pas de fumer. Ça veut dire qu'à un moment, il faut travailler le bénéfice. Qu'est-ce qui fait que vous avez été là? Quel bénéfice vous trouviez? Je vais revenir sur des attitudes et des postures, parce qu'à un moment, c'est comprendre l'enjeu, non pas délétère, parce que c'est pareil, je vous dis, il y a des contextes qui montrent qu'à un moment, quelqu'un qui fume, il dit que ça lui fait du bien, mais il est conscient que les risques, c'est le cancer, la gorge, la vessie, enfin, c'est pas ça le souci. C'est qu'est-ce qui fait, quelle fonction. Vous voyez, c'est important. Dans notre jargon, il y a la toxicomanie, la dépendance, c'est-à-dire l'habitude du poison. Toxicon, c'est le poison. La secte, c'est ça. Où il y a la toxicophilie, c'est-à-dire qu'à un moment, ça m'apporte un bien. Et bien nous, dans ces processus-là, on va étudier le bien fondé. Et c'est peut-être paradoxal ce que je vous dis, mais c'est peut-être à partir de là aussi que parfois, on associe des choses sur quelque chose qui a fait du manque, du vide. Donc, l'enjeu de la secte, vous expliquez ça, c'est qu'elle agit sur plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir alors un éclairage qui est, je mesure, un peu de temps, qui est dense, mais vous voyez qu'on ne peut pas voir le sujet simplement pour ce qu'il est. Elle répond aussi à un enjeu sociétal.
et on ne peut pas faire fi de l'interaction du sujet entre ce qu'il est et l'interaction au monde dans lequel il vit. Donc ça peut effectivement compenser une déritualisation de la société. Je vous le redis, je n'invente rien. On l'a vu dans l'histoire, toute déritualisation de la société, qui ne date pas d'aujourd'hui, ont montré que le dogme était là. Exprimer des croyances plutôt que les émotions, les ressentis, la subjectivité. Je ne vais pas y revenir, c'est ce que disait ma collègue sociologue ce matin. Il y a différents types de personnalités, mais il est évident qu'on peut substituer la manière, on le voit beaucoup chez les bouddhistes, et ça revient quand je vous parle du narcissisme, du moi, est aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une négation de soi. Il y a une posture où à un moment il faut se nier. Et la négation de soi, dans le phénomène en tout cas sectaire, il est aussi important parce que moins je sais qui je suis, moins je repère d'émotions. La collègue disait tout à l'heure qu'il va falloir aider ces gens à se repérer. Elle est fondamentale. Parce que plus on les éloigne d'eux, plus l'autre, il aspire l'autre en matière d'inclusivité. Plus il va phagocyter. C'est comme, rappelez-vous ce que je vous disais, la fusion, la dépendance. Ben plus cet autre, plus je creuse l'autre, plus je phagocyte, et après je pourrais en tout cas édicter ce que je veux. Donc moins il a d'émotions, moins il a de ressenti, moins il a de subjectivité, c'est-à-dire l'aptitude à se penser, mieux c'est. Et ça, c'est un travail qui se fait sur cette fameuse lune de miel aussi, dont on a parlé. Et la lune de miel, ne croyez pas que ce soit sur la secte, uniquement. Ça va être le praticien qui va vous dire, ou le pseudo-praticien, le magicien, qui va vous dire, mais vous allez voir machin, mais c'est un abruti. Moi, je sais ce que je vais vous faire, vous allez voir. Et vous savez, ça marche super bien. Il y a des gens qui sont suggestibles dans la fragilité. Et ils peuvent répondre parce qu'ils répondent à ce que leur dit le praticien. La question du gourou, il y a des hommes et des femmes qui peuvent être gourous. Et c'est ce que je vous disais. Et c'est là où il y a déjà le danger. Donc, il participe aussi, de manière plus générale aussi, à donner du sens à la confusion de la société, parce qu'à un moment, il structure. En tout cas, il faut une pseudo-structure sur des réponses. Alors, je ne vais pas y revenir, ça a été dit, redit. Donc, il y a la phase d'idéalisation, la lune de miel, ou ce qu'on appelle, ça a été dit ce matin, l'inclusivité groupale. Et c'est vrai que la secte, je reviens là-dessus, elle met en échec un processus qui est valable pour tout être humain. Quand un enfant naît, depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, c'est l'oiseau en principe qui doit quitter son nid. Ça s'appelle chez nous, dans notre jargon, le processus d'individuation. J'apprends petit à petit à commencer à quitter le doudou, à avoir des espaces transitionnels, parce que j'apprends à être seul, autonome, et que petit à petit, j'arrive à quitter papa et maman, et je sais que quand je le quitte, je suis aimé, et que je peux vivre de manière autonome. La secte, elle fait tout l'inverse. Moins on est individué, moins on est séparé, mieux c'est. Et ça, c'est important aussi de voir, parce qu'il n'y a pas de différenciation. L'endogamie est sans cesse conservée. C'est-à-dire, plus tu es différent, plus à un moment, au sein même de la secte, tu risques d'être jeté. Et tu peux être jeté, ou le praticien peut te jeter. Ça peut être les deux, hein. Parce qu'à un moment, voilà. Donc, il y a le déplacement après de la dépendance, ça je l'ai beaucoup vu. J'ai beaucoup travaillé auprès d'une communauté qui s'appelait la communauté des béatitudes, si certains la connaissent. En tout cas, des gens qui ont été victimes de cette communauté. Et la rupture et le déplacement via notamment des faux souvenirs induits par des pratiques étaient largement diffusés. Et c'est le but. Ils coupent les gens pour créer vraiment le déplacement. Et là, il y a une intentionnalité. Alors, on en arrive à comprendre tous ces enjeux pour comment on accompagne. Alors, vous aurez compris que c'est un travail, alors c'est pareil, la question même de l'accompagnement, elle ne sera pas la même si la personne, elle a fait un passage, si elle y est depuis qu'elle est enfant, ou si elle a fait voilà, un espace pendant telle ou telle durée. Je suis d'accord avec mes collègues que des fois, suite à l'idéalisation, il y a des choses de l'ordre du critique qui peuvent interpeller. Cet enquistement, il crée des traces, je vous le dirai tout à l'heure, et des enjeux
qui viennent se rejouer, et il est difficile aussi de s'en détacher. Je reviens sur quelque chose qui a été fondamental, et c'est là où c'est le plus compliqué, c'est quand la personne, je vous disais, elle est jetée, ou qu'il y a un arrachement à la secte comme ça. C'est terrible, ça fait ce qu'on appelle une rupture nette. Et ce qu'il peut y avoir, alors j'avais suivi pendant des années une dame qui était témoin de Jéhovah, et donc ça a été évoqué ce matin. Elle a vécu un arrachement, elle a été excommuniée parce qu'elle a été mariée, alors elle s'est mariée sans l'avis de la communauté, en tout cas, et excusez-moi, elle a eu des rapports sexuels avant d'être mariée, et donc elle a été convoquée parce que ses propres parents avaient un haut grade au sein des témoins de Jéhovah, et donc elle a été excommuniée. Vous expliquez ça, cette excommunication dont elle ne s'attendait pas tout en s'y attendant, hein, vous imaginez l'ambivalence, parce qu'elle est née au sein de la communauté de Jéhovah, et a fait qu'elle a été arrachée sans qu'elle s'y attende tout en voulant, c'était pas net. Le tout est, c'est que ce qui sera intéressant, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y aura ce qu'on appelle un déplacement. C'est-à-dire qu'elle se mettra avec un homme dont elle sera sous la coupe, elle deviendra son esclave sexuel. Vous expliquez ça, c'est que ces ruptures, ces arrachements, s'ils ne sont pas travaillés, ce qui risque d'arriver parfois, c'est le déplacement du symptôme, c'est-à-dire que ça sort par d'autres biais. Vous comprenez, j'espère que... Et ça arrive souvent. C'est pour ça que c'est un travail aussi de longue haleine, parce que ce sont des gens qui, dans leur carence, dans leur faille, il ne faut absolument pas qu'ils soient largués tout seuls. Ça a été évoqué, je crois, par Didier, l'isolement est terrible. Le risque de répéter est fondamental. Et dans l'arrachement, il y est souvent. Souvent, alors je connais très bien une situation d'une dame qui n'a pas trop travaillé sur elle, mais elle a vécu des abus sexuels au sein de cette communauté des béatitudes. Et c'est une dame qui est sortie, voilà. Et c'est intéressant de voir, alors douloureusement, qu'elle dit qu'elle s'en est sortie comme ça, sans travail sur elle, sauf qu'aujourd'hui elle est complètement tombée dans les thérapies New Age. Et vous expliquez ça, c'est qu'aujourd'hui elle peut promouvoir même des choses sataniques. Vous voyez les bascules qu'il peut y avoir. Quand je vous parlais de complexité, combien de l'horreur dont j'essaye de m'extraire, en tout cas dans ce que j'ai vécu, si je suis seul et largué, parce que ce qui s'est passé aux béatitudes, hein, ça appartient à la... Et là pour le coup, je veux dire, j'ai été jusqu'à l'annonciature apostolique, c'est-à-dire le représentant du pape. Quand vous avez des gens qui ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas entendre. Parce que moi, je n'avais jamais vu un déni collectif, un clivage comme ça, je vais vous en parler, mais c'est quand même dingue. Alors on sait que ça existe, on sait que ça existe dans des groupes, mais il faut des années, et vous voyez, on en passe qu'on en veut, mais moi ce qui a été difficile, c'est de voir qu'il y a ce déni collectif avec des gens qui souffrent, et des gens qui sont laissés tout seuls, largués. Parce que quand je vous parle d'être mis de côté, ils le sont largement. Donc c'est un travail de longue haleine, et là aussi, notre rôle, vous l'aurez compris, alors j'ai essayé d'expliquer la fonction que nous avions, c'est essayer de travailler, alors les enjeux, qu'est-ce qui ont participé à construire, de venir petit à petit laisser venir la personne. Il faut éviter tous les, en tout cas, même quand on est amis, si vous avez, en tout cas, ça aussi c'est important de le dire, parce que d'aller en opposition, d'aller dans la directivité, d'être moraliste, je dirais que même si ça dérange, même si l'autre... Alors je vous donne un exemple, c'était sur un processus de radicalisation. J'avais une collègue psychiatre qui a eu sa fille partir dans la radicalisation avec un jeune islamiste, et donc elle l'a vu petit à petit se modifier, porter le voile, enfin tout ce que vous connaissez. Et elle a voulu réagir. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le métier. Ça aussi, ça a été évoqué ce matin, c'est pas un statut social, hein, ça n'a rien à voir. Quand on touche à la sphère psycho-affective, il n'y a pas de diplôme. Et on touche même des grands fous et des grands gourous qui étaient des gens, mais d'une prestance et d'une intelligence hors norme. Ça n'a rien à voir. Le cognitif et le psycho-affectif, c'est pas pareil. Et ça, c'est important de le... Ça ne veut pas dire qu'ils sont scindés, mais c'est important de le comprendre, parce qu'elle dira donc à sa fille, pour essayer de la faire changer, je m'encarte au Front National à l'époque. Elle n'était pas du tout pro Le Pen, mais c'était pour essayer de sauver sa fille de ce qu'elle faisait. Eh bien, ça n'a fait qu'un mécanisme de ce qu'on appelle un renforcement négatif.
Pour le coup, elle a fait du comportementalisme qui a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle s'est foutue sa mère à dos et la fille a dit « je me casse ». Vous voyez, vous expliquez ça, alors bien sûr que quand c'est son enfant, c'est dur. Alors moi, j'essaye d'accompagner des parents, je suis aussi des parents qui, je leur dis toujours, essayez de garder la porte ouverte. Même si c'est difficile, même si, gardez toujours la porte ouverte. Parce qu'à un moment, il peut y avoir, vous voyez ce qu'on a dit ce matin, de l'évolution et une bascule qui peut se créer. Donc cet espace est une rencontre de reconstruction où, là aussi, il faut qu'il y ait un désaccord. Vous voyez, c'est le pas de côté qu'on appelle dans nos métiers, mais qui se fasse petit à petit. Alors, ah oui, alors je vous le passe parce qu'il faut gérer parfois, je vous parlais, hein, il y a les attitudes, des angoisses quand on quitte la secte, ça a été dit aussi ce matin, la question de la culpabilité, la honte, ça c'est des fantômes qui peuvent rester des années et des années. Les séquelles physiques et psychiques, notamment quand il y a eu des abus. Et là aussi, ce que je vous disais, des fois on travaille un peu la communication paradoxale, ça peut être nous en séance ou vous, si vous avez des amis. Alors, vous voyez, c'est des formules qui sont, je vous les noter, je ne suis pas d'accord avec votre choix, mais je respecte votre liberté. Ou alors, je demeure admiratif, vous admire de savoir vous soumettre ainsi, j'en serais incapable. Vous voyez, c'est de pouvoir travailler un peu le décalage aussi, parce que le risque d'être moralisateur et d'être dans le bien ou le mal, ça risque de cliver un système qui est déjà coupé en deux. Le clivage, ce sont des personnalités qui sont très dichotomiques. C'est bien, c'est mal. Nous, en tout cas, c'est essayer de manière complexe et souvent par association, et puis d'essayer de faire avancer pour perforer un peu, pour les faire connecter à eux et leur faire récupérer un peu cette subjectivité, là aussi qui est parfois difficile à restaurer. Donc le but de nos séances, excusez-moi, donc c'est de pouvoir que la personne accède au symbolique, c'est-à-dire qu'elle arrive à symboliser tout ce qu'elle a fait. Oh, ça a été dit ce matin, à pouvoir mettre des mots, à nommer, à arriver à subjectiviser, à se parler en tant que je, à arriver à petit à développer ce qu'on a dit, l'esprit critique. La restauration, bien sûr, d'une intégrité physique. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été abusés sexuellement. Alors, je ne dis pas que dans toutes les sectes, mais en tout cas, et quand je vous parle, j'ai même vu des praticiens, en tout cas, avoir des rapports sexuels dans leur cabinet, en tout cas les patients, qui pouvaient être abusés par des praticiens. Donc, c'est toute cette intégrité physique aussi qu'il faut restaurer l'autonomie, et notamment aussi cette question même de la culpabilité. Cette jeune femme dont je vous parlais, qui était la communauté des béatitudes, elle a encore, à l'âge qu'elle a, on est 25 ans après les faits, la culpabilité de ce qui s'est passé. Et le jugement a été prononcé en 2011, et en fait, elle porte toujours cette culpabilité en elle. Donc le travail en thérapie est assimilable au déroulement d'une pelote de laine. Ce fil de pelote que le sujet effile, c'est son histoire de vie. Et ça, c'est important de le comprendre. Cette histoire de vie doit être respectée sans être jugée. Et ce sont les ressources du sujet qui vont nous aider. On l'aide à mobiliser ses ressources à elle. Plus les ressources qu'elle va avoir, parce qu'il faut, ça a été là aussi un petit, il peut y avoir ce qu'on appelle des rechutes. Il faut les accepter aussi, ces rechutes-là, dans le parcours. Donc lui seul, c'est-à-dire la personne, possède les ressources de poser des choix, d'agir, de dire je, de s'autoriser à. C'est en ce sens que la thérapie doit développer l'assertivité, c'est-à-dire cette aptitude à être soi-même. Le sujet doit développer cette capacité à se positionner, c'est là que l'homme est fortifié et rendu libre. C'est un écrit que je faisais, c'est en avril 2010, c'était pour le CCMM, je travaillais à l'époque sur ces affaires-là, et je crois que c'est là aussi notre but, et au long terme, et de pouvoir aider la personne à se parler en tant que je. Je terminerai juste pour vous dire ce témoignage d'une dame que j'ai reçu, en tout cas par téléphone, c'était la semaine dernière. C'est pour vous dire combien c'est complexe. Voilà plus de 30 ans que je suis sorti d'une secte. Je pensais être éloigné de ce passé dans ma tête, mais depuis 2 ans, il y a des retrouvailles d'enceinte de la secte auxquelles je ne veux participer, mais qui m'ont donné le sentiment un peu
de devoir partir dans un deuxième groupe pour la deuxième fois. J'ai écrit un courrier à certains pour leur dire que je ne voulais plus les revoir. Il y a une forme de nostalgie que je suis en train de revivre. Et là où ça faisait 30 ans que j'avais quitté la secte, j'ai encore les souvenirs qui reviennent, mon aveuglement qui est là, et je sens que je ne vais pas bien. Vous voyez, je vous parle, ça date de la semaine dernière, pour vous montrer combien les traces restent complexes, combien le chemin, en tout cas pour certaines ou certains, peut être long, et combien ce besoin, en tout cas, d'être accompagné, parce qu'elle demandait, hein, c'était une demande d'aide, doit être, en tout cas, respecté, réalisé. Je vous en ai parlé en préambule, nous sommes vraiment à l'ère des thérapies New Age. L'ami Vilude a fait un point sur ces types de thérapies. Il est largement... il y a un article dans l'Express qui sortait aujourd'hui, en fait, où j'évoque ces thérapies-là. Je vous assure que là aussi, il y en a certaines qui sont promues comme des réussites de la guérison. Faites passer le message, en tout cas, que le jour où on saura qu'une thérapie, je l'évoquais encore à midi, on sait certaines pratiques, elles ne datent pas d'aujourd'hui. La Grèce antique utilisait des méthodes. On n'a rien inventé, on se croit inventeur de choses, alors que j'aime beaucoup la formule que je disais de Lavoisier, on n'invente rien, tout se recrée. Mais dans notre métier, il y a peu d'inventions. Alors bien sûr qu'il y a des penseurs, il y a des gens qui ont beaucoup pensé, qui ont mis des choses, mais en utilisant déjà un préexistant. Si on savait qu'il y avait une méthode salvatrice, vous pensez bien qu'il n'y aurait plus personne dans les sectes et nous serions tous libres. Je vous remercie. À quel moment peut... Oui, et après nous donnerons la... Alors, moi je voudrais faire un commentaire et une question. Un commentaire un petit peu personnel. À un moment donné, donc, vous expliquez que à des personnes qui sont dans un mouvement sectaire, dans un entretien thérapeutique, vous pouvez leur dire oui, je respecte votre choix, je respecte votre liberté pour pouvoir créer une relation. C'est exactement ce qui m'est arrivé la semaine dernière, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai rencontré dans la rue un ancien haut responsable marseillais du mouvement des témoins de Jéhovah, que je n'avais pas vu depuis 30 ans, on s'est reconnus, c'est d'ailleurs lui qui m'avait exclu parce que j'appartenais au GEPI, et on se croise de manière très cordiale, et il me demande de mes nouvelles, et je lui dis, oui, non, moi il me demande si j'ai encore une pratique religieuse, donc je lui dis non, et il me dit, ben, je respecte, c'est la liberté, voilà. Donc ça peut s'inverser aussi, cette technique. Bon, voilà, c'est un détail. J'avais quand même une question à vous poser sur la question du psychotraumatisme, puisque donc c'est un peu votre spécialité. La tarte à la crème du psychotraumatisme, c'est le syndrome de Stockholm. Les victimes de preneurs d'otages qui viennent défendre la cause des kidnappeurs. Est-ce que c'est un concept qui vous paraît opérant est-ce que vous avez constaté que c'est quelque chose qui peut en effet fonctionner comme ça? Alors oui. Il faut répéter la question. Ah pardon, on évoquait ce qu'on appelle... alors il m'est demandé si le syndrome de Stockholm peut être assimilé au mouvement. Il y a une vidéo en ligne sur le site du GEPI où j'évoque. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le syndrome de Stockholm, c'est l'attirance pour l'agresseur en fait. C'est ce qui est arrivé à la jeune bootcamp quand elle a été enfermée. Oui, on peut le retrouver. Effectivement, on y retrouve même parfois dans ces enjeux-là des structures un peu psychopathologiques, dans ces enjeux-là, c'est-à-dire que pour le coup, ça a été posé ce matin, il y a des études qui montrent qu'il y a des structures saines, aucun trouble associé, et parfois il y a des structures psychopathologiques, donc je ne vais pas vous faire... Mais effectivement, dans certains cas, le syndrome de Stockholm peut être associé à c'est cette dépendance qu'il y a, et que la personne, là aussi, peut déplacer quand on la sort, c'est ce qu'on trouve... c'est-à-dire qu'elle peut répéter aussi, et là aussi, effectivement, ça peut être assimilé. Oui. C'est un problème de fascination. Exactement, d'idéalisation de l'autre. Exactement. Oui. La question, peut-être que vous l'avez dit, je ne suis pas complètement sûr, je repose quand même la question. Quel est le bon timing, ou plutôt est-ce qu'il existe un timing pour commencer une psychothérapie pour des personnes qui sont déjà sous emprise, soit dans la phase de lune de miel, soit en phase de décroissance, soit après?
Alors, grosso modo, il n'y a pas de timing parce que ces gens-là, ils viennent jamais nous voir. Vous dire, alors certainement pas en phase de lune de miel, parce qu'alors là, on prend des cailloux, vous voyez. Les personnes que j'ai accompagnées, c'est au sortir, en fait. Sur la question même, ça a été évoqué, du doute, des choses comme ça, c'est très difficile. La malléabilité psychique de ces gens-là, ils n'y arrivent pas encore trop à se penser, et la lune de miel encore moins. Et les suivis que j'ai eus, alors pour avoir vu moi des gens radicalisés, je peux dire, mais vraiment, quand quelqu'un, et c'est pareil dans le processus sectaire, est vraiment convaincu de ses idées, moi je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas faire. Pour avoir vu des gens dans la pure conviction, et Dieu sait si j'ai vu des personnes, et notamment des gens adeptes à des gourous, quand ils sont là, je ne vois pas qu'est-ce qui peut les atteindre. Je me permets juste une remarque. Ce qui a été dit aussi, juste, et je veux pas, c'est que ce qui a été fait, ce qu'on fait quand on dit à un moment qu'on décale les personnes, c'est un effet miroir. Beaucoup les sectes utilisent le fait, je respecte, on fait ce qu'on appelle, nous, dans notre métier, une réponse reflet ou miroir. Voilà. Oui. Là-bas et après, oui. Les interventions. Bon, mais on reprend l'ordre que je n'ai aucune préférence. Hein, alors. Oui, les interventions précédentes me font penser au problème du questionnement de votre métier sur l'éthos politique. À quel moment vous l'intégrez? Parce que quand vous dites je respecte, il doit y avoir de sacrés problèmes au moment de la thérapie, mais surtout après collectivement, quand on arrive au fascisme, voilà, c'est la question. Alors, je vais être bref. Moi, aujourd'hui, le politique, en tout cas, je dis bien le politique, m'interpelle. Je vous ai parlé des thérapies New Age. Et je le redis, quand aujourd'hui, elles infiltrent le politique et qu'au Parlement, on est capable de les accueillir sans esprit critique, moi, ça m'interroge. Je vous parlais aujourd'hui de questions de santé publique. Quand ça touche les sphères de l'État, ben voilà. Donc, on pourra en parler, il y a la chef de la Mivilude qui est là, ou qui est arrivée, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'est ça. La question même du politique, je vous parlais de l'éducation, c'est pas simplement l'éducation de l'école, c'est la coéducation qui doit passer par la cité. Chez les Grecs, on développait l'esprit critique à 5 ans, et l'État doit être aussi un moteur de ça. Sauf que quand l'État est infiltré, je ne sais pas quoi dire. Et donc, bien sûr que, comme je vous disais, là aussi, la psychothérapie, j'ai reçu des gens sur du long terme, des gens qui commencent un travail, qui abandonnent après, qui reviennent aussi, parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais ça se fait aussi par bribes. Vous dire ça, c'est que c'est pas, là aussi, c'est des gens qui ont besoin de maturité, c'est douloureux. L'espace qu'ils ont vécu. Ils ont vécu un enfermement, quoi. Et leur ouvrir les yeux, ça peut faire mal d'ouvrir les yeux. Donc il y a aussi des moments où il va y avoir des tranches de psychothérapie aussi. Oui, est-ce que quand un traumatisme revient longtemps après, c'est pas parce qu'on dit souvent que le ressentir est plus fort que le sentir? Oui. Et vous avez tout à fait raison, cette démarche cathartique, c'est-à-dire l'éprouvé qui revient et qui doit être évacué, et c'est très douloureux. Et il y a deux notions, c'est-à-dire il y a le souvenir et vivre le souvenir. C'est le double impact traumatique aussi qui est compliqué, et c'est savoir si à distance, et qu'est-ce qui reste, comment le travailler, là aussi parce qu'il faut là aussi avoir une expérience clinique. On ne fait pas revivre sans cesse des traumas à quelqu'un, si vous voulez, pour qu'à la fin il bascule complètement et qu'il se suicide. Vous voyez, c'est comment je gère quelqu'un à distance, qui a encore des choses de la catharsis, c'est-à-dire l'émotion qui revient, des reviviscences traumatiques, et comment les gérer. Et c'est délicat parce que c'est là où arrivent sur les années aussi les bascules des tentatives de suicide aussi. La question est complexe parce que moi j'ai vu alors des praticiens, en tout cas parce qu'on retrouve des thérapies complètement archaïques avec le cri primal, vous voyez c'est des méthodes. La question même du traitement, en tout cas moi je travaille toujours dans ces questions-là avec des collègues psychiatres parce que j'ai besoin du soutien de la thérapie. Je vous parlais de l'abrasion du trauma quand il arrive. Je vous parle d'une patiente qui a été, alors dans un processus sectaire, elle a été violée et en tout cas ça s'est passé à 18 ans, elle a 46 ans, ça a émergé
à 46 ans, en fait. Elle a refoulé de 18 à 46. Lorsque ça revient, elle a des images en permanence, en permanence, en permanence. Et là, pour le coup, en tout cas, moi, je travaille main dans la main avec les psychiatres parfois parce que j'ai besoin de ce va-et-vient aussi pour apaiser. J'en viens à ça aussi. Et là aussi, parce que vous avez des charlatans, là aussi, qui vont vous imposer les mains. Le psychotrauma, je ne veux pas non plus, mais en train, notamment avec la 3e vague des psychothérapies, je ne sais pas où on va. Moi, je suis stupéfait de voir cette 3e vague des psychothérapies. C'est la vague qui est arrivée dans les années 90, où aujourd'hui, on crée des états modifiés de conscience par contrôle médical sous LSD pour créer. On est dans des approches qu'on dit du channeling, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut même communiquer avec les morts pour guérir le trauma. Ce que j'avais vu déjà avec la communauté des béatitudes, où on faisait des guérisons de l'arbre généalogique, qui est catastrophique. Comment ? Et si vous voulez, je vous dis ça parce que c'est sous contrôle médical, il y a des psychiatres qui valident des choses comme ça, et c'est très très complexe. Et aujourd'hui, les pratiques qu'il y a sur... Je reviens à ça, il n'y a pas une pratique qui a la vérité, et parfois on a besoin de soutien médical et même du traitement, quoi, parce que il va main dans la main aussi avec la psychothérapie. Mais il ne faut pas qu'il soit dévoyé par des gens qui vous entraîneraient. Je pense notamment à la psychophanie. Vous savez, vous tapez sur un ordinateur pour faire parler une personne. Bien sûr. À l'insu de son plein gré. Je me rappelle, j'avais assisté à une conférence d'un cardiologue qui disait qui était médecin, radié de l'ordre des médecins, et qui disait que les traitements cardiologiques il ne fallait pas utiliser parce qu'il fallait soigner notamment certains cancers à base d'ailerons de requin, en fait. Et vous expliquez ça, c'est qu'il y avait, alors là pour le coup, des gens, et il faisait prévaloir le fait qu'il soit médecin. Il ne précisait pas qu'il avait été radié. Mais résultat des courses, vous voyez, c'est complexe, mais c'est tout ce sens-là aussi. Et voilà. On va devoir passer parce qu'on a un timing très serré. Merci.